Patrick Stefanini, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Livre Noir. Alors, la tradition dans notre émission, c'est de commencer par une citation, et j'aimerais que vous la commentiez. C'est très bien qu'il y ait des Français jaunes, des Français noirs, des Français bruns. Ils montrent que la France est ouverte à toutes les races et qu'elle a une vocation universelle. Mais à condition qu'il reste une petite minorité. Sinon, la France ne serait plus la France. Nous sommes quand même avant tout un peuple européen de race blanche, de culture grecque et latine et de religion chrétienne. Que vous inspire cette citation? Est-ce que vous la connaissiez? J'imagine que Oui, je la connaissais. Je crois que c'est le général de Gaulle. c'est ça, cité par Perfit. Et on sait que le général de Gaulle, lorsqu'il parlait avec Alain Perfit, avait une très grande liberté de ton et qu'au fond, il livrait le fond de sa pensée. Et je ne peux être qu'en accord avec cette citation. Moi, j'ai fait figurer au début de mon livre 2 citations. Je n'ai pas abusé des citations. Je n'en ai fait figurer pour l'essentiel que 2 au début du livre, qui émanent du même auteur, Fernand Braudel. Et j'ai trouvé 2 citations dont je ne dis pas qu'elles sont contradictoires, mais qui expriment l'ambivalence, au fond, qui est au fond de chacun d'entre nous quand on aborde en première analyse les phénomènes migratoires. Il y a d'abord, bien sûr, la conscience que la France est un vieux pays d'immigration, qu'elle a subi des vagues successives. Alors, dans mon livre, je remonte au milieu du 19e siècle. Fernand Braudel, lui, il parle de la chute de l'Empire romain, enfin, etc. Et Fernand Braudel, il dit 2 choses. Il dit qu'il y a à la fois la certitude qu'à la fin des fins, la masse de celles et ceux qui sont déjà installés sur le territoire français, qui vivent déjà en France, finira par absorber et par intégrer les nouveaux arrivants. Et en même temps, il pointe du doigt, et son livre remonte à 25 ou 30 ans, donc il pointe du doigt l'inquiétude qui était celle des Françaises et des Français par rapport à la vague migratoire qui, à l'époque, était la vague migratoire des années 60-70. Et j'ai voulu montrer donc j'ai voulu souligner cette ambivalence. Je crois que ce qui est fondamental et ce qui réunit ou ce qui relie Fernand Braudel au général de Gaulle, c'est que certes la France a longtemps été un creuset. La France a été une superbe machine à intégrer, des peuplades barbares qui ont prospéré à la fin de l'Empire romain et après la chute de l'Empire romain, soit, plus récemment, des populations diverses venues d'Espagne, d'Italie, de Pologne, puis du Maghreb. Bon, mais la question, c'est est-ce que ça marche encore aujourd'hui? Et dans mon livre, alors je ne porte pas de jugement définitif sur aucun des phénomènes d'ailleurs que je cherche à décrire. Par exemple, je ne suis pas certain que la demande d'asile, qui ne cesse de progresser depuis 20 ans, peut-être qu'un jour elle s'inversera. Donc gardons-nous des jugements définitifs. Mais je fais le constat que le modèle français d'intégration ne fonctionne plus, d'une part, et d'autre part qu'on a une immigration qui est totalement déconnectée à la fois de notre démographie et de notre économie. Et les deux sont évidemment liés. C'est-à-dire que si notre modèle d'intégration ne fonctionne plus, c'est parce que nous subissons une immigration qui n'est motivée ni par notre situation démographique, ni par notre économie. Merci pour cette introduction. Alors, vous êtes d'origine corse, Patrick Stefanini. Est-ce que vous avez connu des problèmes d'assimilation ou d'intégration? Pas vraiment. Mon grand-père appartenait à la corde de ce qu'on a appelé les hussards noirs de la République. Donc il avait fait l'école normale d'instituteur de Bastia, il était devenu instituteur. Et puis ensuite, comme pas mal de gens de sa génération, il était né en 1890, donc il a commencé son service militaire en 1912, et à supposer qu'il n'ait jamais rencontré des problèmes d'intégration, évidemment, il a été rattrapé par la Première Guerre mondiale, et ensuite il a fait une carrière militaire. Et je pense que pour lui, comme pour beaucoup d'autres, l'armée a été un puissant facteur d'assimilation. Bien sûr. Lui, hussard noir, vous, un serviteur de l'État, est-ce que vous vous reconnaissez dans ce terme? Est-ce que vous avez l'impression qu'il parle encore aux nouvelles générations? Moins, incontestablement moins. D'abord parce que les écarts de rémunération entre le secteur privé et le secteur public se sont beaucoup accrus.
et avec l'approfondissement du fossé en termes salarial, la tentation de partir dans le secteur privé, oui, de pantoufler, ou même de ne jamais se diriger vers le secteur public et d'aller directement vers le secteur privé est évidemment beaucoup plus forte, en lien bien sûr avec la mondialisation, l'Europe d'abord, puis la mondialisation. C'est d'ailleurs très inquiétant parce que une partie, alors je ne traite pas à proprement parler de ce sujet dans mon livre, mais quand même, quand j'évoque le solde migratoire, que j'essaye de le décomposer en distinguant le solde migratoire des immigrés et le solde migratoire des Français ou des personnes qui sont nées en France, puisque quand on analyse le solde migratoire, une personne qui est née en France, quelle que soit sa nationalité, c'est comme un Français. À un moment donné, elle va peut-être sortir du territoire français, alors qu'un immigré, c'est quelqu'un qui rentre en France, mais qui peut en ressortir aussi. Mais bon. Donc le solde migratoire, dont certains affirment qu'il est particulièrement faible, de sorte qu'il n'y aurait pas de problème d'immigration en France, je démontre dans mon livre qu'en fait, il se décompose en deux, et que le solde migratoire des immigrés ne cesse de croître, c'est-à-dire que le nombre des immigrés qui rentrent en France est évidemment très supérieur à celui des immigrés qui quittent la France. Et si le solde migratoire global est faible, c'est parce qu'il est compensé par le fait qu'une partie des Françaises et des Français quittent notre territoire. Et je crains malheureusement que ce soit une partie des élites qui quittent notre territoire. Et comment dire, ça traduit aussi quelque part cette concurrence du secteur privé, parce que les Français qui quittent le territoire, par définition, ce n'est pas pour aller servir des États étrangers, c'est pour aller travailler dans le privé à l'étranger. Et oui, vous avez raison de souligner ce phénomène, il est inquiétant. Le deuxième facteur qui explique ce phénomène, c'est l'affaiblissement de l'efficacité de l'État. Alors ça, c'est quelque chose qu'on pourrait décliner sur beaucoup d'autres sujets. Je pense que mon livre, même si j'en ai pas fait le thème central du livre, mais cette difficulté de l'État à concevoir une politique globale de l'immigration et surtout à la mettre en œuvre, à l'appliquer, à veiller à ce que ces résultats soient des résultats tangibles, je pense que c'est un des symptômes de l'affaiblissement de l'autorité de l'État et de son efficacité. Et malheureusement, ces symptômes, on les retrouve dans beaucoup d'autres domaines, comme le prouve la crise sanitaire. Il y a d'ailleurs ce chiffre glaçant que vous citez, avec l'effondrement du régalien dans le produit intérieur brut, passant de 6,6% en 1965 à 2,2% en 2020. Ça n'a été contesté par personne. Ma référence, c'est pas la France de la guerre d'Algérie, c'est 3 ans plus tard. Donc, pour l'essentiel, on n'est plus en guerre, on n'est même plus du tout en guerre. Donc l'armée n'est plus celle qui servait évidemment entre 1954 et 1962. Et le chiffre est impressionnant, c'est-à-dire qu'il y a eu une explosion de la dépense sociale. C'est ça, aux dépens de... On vit dans un pays où plus de la moitié de la dépense nationale est une dépense publique, ce qui est absolument effrayant. Et à l'intérieur, c'est la dépense sociale qui se taille la part du lion. L'autre facteur qui a beaucoup progressé, ce sont les interventions économiques de l'État. Et le régalien s'est réduit comme peau de chagrin. Alors, donc, une très belle carrière de préfet de région. C'était votre dernier poste en Nouvelle-Aquitaine. Également directeur des générales des services en Île-de-France. Puis bien d'autres responsabilités. Mais également des responsabilités plus politiques. Vous avez été directeur de campagne de Jacques Chirac en 1995 et 2002. Directeur de campagne de Valérie Pécresse en 2015 à l'occasion de la campagne régionale. Et puis directeur de la campagne de François Fillon. Jusqu'à ce que la fameuse affaire vous en dégoûte un peu. Quels sont vos souvenirs marquants de ces campagnes, si vous aviez une chose qui vous est restée ou un conseil à donner pour les prochaines directions de campagne? Je crois d'abord qu'un directeur de campagne ne doit pas se tromper sur son rôle. Son rôle, c'est pas d'être un candidat bis, de vouloir capter la lumière. C'est pas du tout ça qu'on attend d'un directeur de campagne. Ce qu'on attend d'un directeur de campagne, c'est qu'il veille à ce que l'intendance suive. Pour reprendre un mot probablement d'ailleurs apocryphe prêté au général de Gaulle. Il faut que l'intendance suive. Et elle ne suit pas toujours spontanément. Et le rôle du directeur de campagne, c'est de faire en sorte, c'est un peu comme un chef d'orchestre, il faut faire en sorte que, à partir du moment où celui qui écrit la partition, qui est le candidat, avance,
dans sa campagne, il faut que tout suive. Il ne faut pas qu'il y ait des trous dans la raquette. Il ne faut pas que la logistique soit défaillante. Je ne fais allusion à aucun événement récent. Il faut que les militants sur le terrain sachent ce qu'ils ont à faire. Il faut bien sûr que la campagne des médias soit coordonnée avec la campagne des meetings, etc., etc. Tout ça, c'est le rôle du directeur de campagne. Et alors, j'ai beaucoup de souvenirs pour chacune de ces campagnes. Pour Jacques Chirac, j'ai le souvenir d'un déjeuner de parlementaires organisé le jour même de l'annonce de la candidature de Balladur. Et donc Chirac était abandonné par tout le monde, c'était tout début 95. Je crois c'était à la maison des Centraliens, qui n'était pas très très loin du QG de campagne. Le QG était avenue d'Iéna. Et je pense qu'il y avait 20 ou 22 parlementaires autour de Jacques Chirac. Et il a présidé ce déjeuner comme si de rien n'était. En traitant, alors évidemment, en ayant en face de lui que 22 personnes, il pouvait presque dialoguer avec chacun des invités présents. Et j'ai admiré cette capacité de résistance, cette croyance en son destin, cette force de caractère. Campagne de 2002, comment pourrais-je oublier la soirée du premier tour ? C'est vous qui aviez annoncé à Jacques Chirac en tout cas, je suis monté. Qu'il était seul. Je suis monté dans la salle de réunion au dernier étage du tapis rouge pour annoncer à Jacques Chirac une première fois que les sondeurs nous annonçaient que Jospin allait être éliminé et que c'était Le Pen qui allait être au deuxième tour avec lui. Il m'a mis dehors, il m'a littéralement jeté dehors de la réunion en me disant « Patrick, on est en train de travailler sérieusement, ne venez pas nous déranger avec des informations farfelues en substance ». Et puis 10 minutes plus tard, je suis remonté, mais cette fois-ci, j'étais sûr de mon coup. C'est-à-dire que non seulement les sondeurs étaient de plus en plus convergents sur cette analyse, mais comme le dépouillement avait commencé dans un certain nombre de communes, moi j'avais tout un réseau de correspondants qui me livraient les 100 premiers bulletins. Et quand dans la ville de Colmar, dont le maire est décédé il y a peu de temps, le maire de l'époque, Gilbert Meyer, m'a appelé pour me dire « Patrick, alors on savait que le Front National était fort en Alsace, mais quand même, il m'a dit « Patrick, voilà, j'en suis à 200 ou 300 bulletins, voilà, la tendance, elle est là. » Bon, donc j'ai pris mon courage à deux mains, je suis revenu dans la salle, et là j'ai insisté. Bernadette Chirac, qui était présente, a poussé un grand cri, elle a dit « Jacques, je vous l'avais bien dit ». Et là, Jacques Chirac a levé la séance. Parce qu'ils étaient en train de préparer les éléments de langage pour tous les invités qui allaient partir sur les plateaux de télévision pour faire le 20h. Donc évidemment, il fallait changer complètement ces éléments de langage. Donc il a mis un terme à la réunion. Il s'est retiré avec sa fille, avec Frédéric Salabarou et avec Philippe Bas, je crois. Et ils ont préparé l'intervention qu'allait faire Jacques Chirac le soir même. Et ce qui m'a frappé, c'est que nous, on était dans l'allégresse la plus totale, puisque, bien évidemment, il n'y aurait pas de campagne de second tour. La victoire de Chirac était assurée dès le soir du premier tour, ça nous le savions. Et ce qui m'a frappé, c'est la gravité de Jacques Chirac, le fait qu'il était extrêmement préoccupé par ce que révélait la qualification de Jean-Marie Le Pen pour le second tour. Voilà, en 2017, je préfère... Déflagration. Oui, je préfère conserver les souvenirs de la primaire et du succès formidable de François Fillon au second tour de cette primaire. Voilà. Vous savez mieux que personne que tout est possible encore en 2022. Absolument. Et vous imagineriez repartir en direction de campagne, peu importe, sans parler d'une personne en particulier? Il y a un temps pour tout. C'est un métier qui est évidemment très exigeant sur le plan il faut être d'une disponibilité totale. Donc voilà, il faut être dans une forme physique éblouissante. Il faut être extrêmement disponible psychologiquement, intellectuellement. Voilà, et puis j'espère pour mon camp que voilà, il faut des directeurs de campagne plus jeunes. Alors, juste une question, vous pouvez répondre de manière très courte, mais quel vous semble être le principal défaut des hommes politiques aujourd'hui? Puis on passera davantage à votre livre. Ils sont soumis à une pression de l'actualité, avec les chaînes de télé-info, avec les réseaux sociaux. Ils sont soumis à une pression de l'actualité et du commentaire obligé
puisqu'ils sont en permanence sollicités pour commenter ce qu'ils font, ce que font leurs concurrents, enfin, etc. Et du coup, je dis dans mon livre que sur les sujets d'immigration, à ma connaissance, le seul président, et en tout cas à droite, le seul qui ait eu une vraie vision stratégique, c'est Nicolas Sarkozy, et je continue à le penser. Mais voilà, c'est de cette vision stratégique qu'on a besoin sur tous les sujets. Et ça implique de ne pas être trop collé à l'actualité. Est-ce que vous n'avez pas honte de votre génération quand vous voyez la France qui va être laissée par cette génération du baby-boom qui a tout de même bénéficié des 30 Glorieuses, de très belles années, d'années où l'immigration, justement, n'était pas encore un problème. Et aujourd'hui, parfois, on a le sentiment d'un État qui est, malgré tout, en déperdition. Est-ce que vous vous dites parfois, mais ma génération a failli? Écoutez, je ne suis pas sûr d'avoir envie de me couvrir la tête de cendre. Bon, notre génération, c'est vrai, a été une génération qui a eu de la chance. Moi, je n'oublie pas que quand je suis sorti de Sciences Po et quand j'ai passé l'ENA en 74-75, le chômage était une question de cours. Moi, j'avais choisi la voie économique à l'ENA, donc j'avais fait un peu d'économie. Il y avait un économiste américain qui s'appelait Laffer, je crois, avec la courbe de Laffer. Bon. Les courbes de Laffer, oui. Bon. Mais le chômage, c'était une question de cours. On ne connaissait pas. À la sortie de Sciences Po, tous les gens qui sortaient de Sciences Po, que ce soit de services publics, qui réussissent les concours administratifs ou qui se dirigent vers le privé, pour les autres sections, tout le monde trouvait un job. Bon, il n'y avait pas de sujet. Donc, de ce point de vue-là, nous avons été une génération bénie des dieux. Alors, après ça, derrière votre question, il y a l'héritage de mai 68. Et je pense que globalement, sur tous les sujets, bien sûr sur le sujet qui fait le thème de mon livre, sur l'immigration, mais ce n'est pas le seul, sur la lutte contre le terrorisme, sur les relations internationales, sur la sécurité en général, nous avons manqué de vigilance. C'est ça qui me frappe dans la société française, c'est le manque de vigilance, qui veut dire manque d'anticipation aussi, et qui veut dire manque de sens prudentiel. Jacques Chirac a fait inscrire dans la Constitution le principe de précaution. Bon, mais on aurait aimé que le principe de précaution s'empare de la société française et pas seulement sur les sujets environnementaux, mais sur tous les sujets. Je rappelle que la pandémie qui nous frappe cruellement et qui est au fond le premier événement tragique que notre génération a à connaître, parce que ma génération n'a pas connu la guerre d'Algérie, c'est cette pandémie qui dure depuis maintenant un peu plus d'un an, qui a une dimension évidemment internationale marquée, qui se traduit par une paralysie sans précédent de l'appareil économique, qui se traduit hélas par une surmortalité dont on commence à mesurer les effets. C'est le premier événement tragique que nous ayons à connaître. Dans la durée, on a déjà connu ce que j'appellerais des crises terroristes, avec parfois une dimension forte, 2015. Bon. Mais cette pandémie-là, je crois que c'est le premier événement qui marquera la psychologie de ma génération. Et derrière tout ça, il y a un manque de vigilance. Il y a un manque de vigilance. Cette pandémie, on sait que même George Bush Jr. l'avait évoqué dans un de ses discours il y a maintenant plus de 15 ans. Elle était prévue dans plusieurs des documents diffusés par le secrétariat général de la Défense nationale. Voilà, et on mesure qu'on n'était pas prêt, qu'il n'y avait pas de masques, pas assez de masques, qu'ils étaient périmés. Bon, et puis ensuite, on a eu l'impression qu'on n'arrivait plus jamais à reprendre la maîtrise du phénomène. On n'a jamais réussi à le fameux triptyque tester, isoler, tester, tracer, isoler. On n'a jamais été capable de le mettre en œuvre, enfin, en tout cas de manière sérieuse. Voilà. Donc, ce qui me frappe, c'est un manque de vigilance. Mmh.
Votre livre, donc, Immigration, ces réalités qu'on nous cache, dissèque un sujet qui est resté longtemps tabou dans Ouais. la vie politique française. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé aujourd'hui à prendre la plume et à prendre le risque d'aborder ce thème? Ce sujet, je l'ai beaucoup pratiqué en tant que haut fonctionnaire, parce qu'il se trouve que dans ma carrière, en partie à cause du hasard au départ, puis ensuite parce que le sujet m'intéressait, je me suis occupé à plusieurs reprises de ces questions d'immigration, à des niveaux différents évidemment dans la hiérarchie administrative. Et grâce à Nicolas Sarkozy et à Brice Hortefeux, j'ai eu la chance de pratiquer cette matière au plus haut niveau en étant secrétaire général du ministère de l'Immigration, de l'intégration de l'identité nationale et du co-développement à son tout début. Et ce livre, il part du constat qu'une grande partie des élites françaises sont dans le déni. Alors c'est un déni sympathique, hein, c'est un déni structuré, c'est un déni documenté. On nous explique que d'autres pays européens sont beaucoup plus touchés aujourd'hui par l'immigration que la France. C'est vrai, mais on fait silence sur le fait que, à la différence de la France, ces pays n'ont jamais connu de vagues migratoires précédentes. L'Espagne et l'Italie, moi je suis corse d'origine, mais il se trouve que j'ai vécu mon adolescence en Savoie et à Chambéry. Et à Chambéry, il y avait une immigration italienne ancienne. Et au début des années 60, quand j'étais un jeune adolescent, il y avait encore une population italienne elle était sur le chemin de l'intégration, mais cette intégration, elle n'était pas complètement faite encore. Hein. Bon. Et il me semble que 2/3, c'est Milza qui l'explique, 2/3 des Italiens qui venaient en France repartaient. Et ensuite, parce qu'il y avait une exigence en termes d'assimilation. Absolument. Qui faisait que ceux qui restaient devenaient pleinement français. Sont repartis. Donc, il y a une partie des élites françaises qui a construit un corpus doctrinal dans lequel on explique que l'immigration est plus faible en France que dans d'autres pays européens. On oublie les vagues migratoires qui ont touché la France depuis le milieu du 19e siècle. On explique donc que le solde migratoire est faible. Et on oublie de dire que si le solde migratoire est faible, c'est parce que la France devient aussi un pays d'expatriation et qu'une partie non négligeable de nos élites partent à l'étranger. Bon, ce qui n'est quand même pas une très bonne nouvelle pour la santé du pays. On nous explique, ça c'est phénoménal, on nous explique qu'il y a, c'est fantastique, il n'y a jamais eu autant de mariages mixtes. Alors on se dit, alléluia, c'est-à-dire que les immigrés s'intègrent en France. La preuve, c'est qu'ils épousent des Françaises ou que les immigrés de sexe féminin épousent des Français. Bon. Mais ce n'est pas du tout la réalité. Je démontre dans mon livre que c'est au contraire. Merci, ce passage est très précis. C'est l'inverse, c'est-à-dire que ce sont des immigrés naturalisés français, mais de très fraîche date, et qui précisément parce qu'ils n'ont pas trouvé leur place dans la société française, parce qu'ils ne sont pas intégrés au sens de leurs aînés, vont se marier à l'étranger. Mais en fait, ce n'est pas à l'étranger qu'ils vont se marier. Ils vont se marier dans un pays dont ils avaient la nationalité 2 ans ou 3 ans auparavant. Et ils se marient avec une femme ou un homme qui ne connaît souvent rien à la France, et qui va venir automatiquement en France avec un droit de séjour qui est lié au mariage. Je ne propose pas de le remettre en cause, hein, mais j'analyse le phénomène. Donc voilà, il y a toute une série de données statistiques, de données factuelles qui sont habilement manipulées. Je n'ai pas dit déformées, mais habilement manipulées, habilement présentées pour expliquer qu'il n'y a pas de problème migratoire en France, alors que pas sur tout le territoire, mais dans plusieurs régions de France, les difficultés créées par l'immigration de masse et les problèmes, l'acuité des problèmes d'intégration sautent aux yeux. Donc méconnaissance, déni des politiques, mais pourquoi ce que vous appelez l'école démographique française? Une partie. Voilà, une grande partie de cette école, en dehors de Michel Tribala, du Lagrange, de quelques autres, mais est-elle paralysée par cette vision idéologique? Parce que les chercheurs votre livre aurait dû être écrit par un chercheur. Ouais. C'est avant tout un tableau sourcé, précis, et on devrait D'ailleurs, j'avais proposé pour mon livre un sous-titre différent de celui que j'ai arrêté sur la proposition de mon éditeur et en accord avec lui.
Et mon sous-titre était un peu prétentieux. C'était « Tableau de l'immigration en France et en Europe ». Ça fait penser, vous savez, au livre qu'on écrivait au XVIIIe siècle. Oui. Bon, mais en fait, c'est ça. J'ai voulu décrire le phénomène de l'immigration dans la France d'aujourd'hui et dans l'Europe d'aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai tenu à ce qu'il y ait une dimension européenne forte. Donc, je consacre au moins 3 chapitres au sujet européen, à la comparaison avec les autres pays européens, à une interrogation sur la possibilité d'une politique européenne de l'immigration. Voilà, c'est ça qui m'a intéressé pour contrebattre cette partie de l'élite française, et notamment de l'école démographique, qui, je pense, pour des raisons à la fois idéologiques et pour des raisons d'ambiance. Mon livre, ce n'est pas un livre sympathique, ce n'est pas un livre qui décrit des phénomènes sympathiques. Et je pense que les gens que j'ai voulu contredire, ils veulent présenter une vision de la France en rose. Mmh. Et de la haine de soi aussi, vous en sentez? Vous pensez qu'il y a aussi ce facteur? Un peu. Et alors, votre constat, donc l'immigration depuis 2000, les grandes lignes, quelles sont les grandes lignes de fracture avec l'histoire de l'immigration en France auparavant? Alors, d'abord, on a la formation d'une vraie vague migratoire. Et ce n'est pas du tout lié au regroupement familial. Oui, contrairement à ce que nous disent justement les démographes de l'école française qui disent il y a toujours eu la même proportion d'immigrés en France depuis un siècle. Ça, c'est complètement faux. Ce qu'on lit partout. Donc ça, je fais litière, je l'espère, définitivement de cette idée-là. Totalement. Le pourcentage des immigrés, c'est-à-dire des personnes qui sont nées étrangères à l'étranger et qui ont rejoint la France, après qu'elles soient devenues françaises ou pas, ce n'est pas le sujet. Donc le pourcentage des immigrés a considérablement progressé, puisque grosso modo, il est passé de 5% au lendemain de la Seconde Guerre mondiale à pratiquement 10% aujourd'hui. La dernière statistique dont je disposais, c'était 9,7%, et ça avait trait à l'année 2018, donc on est sans doute aujourd'hui à 10%. Le bond se fait pas entre 1975 et 2000. Donc le bond ne peut pas être attribué au regroupement familial. Parce que la décision de Valéry Giscard d'Estaing et de Jacques Chirac, qui ont stoppé l'immigration de travail en 1974, d'accepter le regroupement familial, c'est-à-dire de permettre à des travailleurs qui étaient arrivés en France dans les années 60 et au début des années 70 de faire venir leur famille, on a dit c'est ça l'origine de tous nos malheurs. En tout cas, c'est pas ça qui, dans un premier temps, provoque une montée, enfin une progression du pourcentage des immigrés, précisément parce que l'interruption de l'immigration de travail, le regroupement familial est compensé par l'interruption de l'immigration de travail. Par contre, à partir du début des années 2000, se crée une nouvelle vague migratoire et on a le sentiment, et pour ma part c'est plus qu'un sentiment, c'est maintenant une conviction, que les autorités publiques perdent le contrôle de notre politique migratoire. Alors pourquoi ? 149 000 entrées légales en 2000 et 2019, nous étions à 274 000, si je ne me trompe pas. Absolument. Idem pour l'asile, 39 000 à 62 000, je crois, ou peut-être non, 39 000 à 132 000. À 132 000, 132 000. Donc c'est considérable. Enfin, il faut réaliser que c'est chiffres qui sont les chiffres du ministère de l'Intérieur. Alors, on ne peut pas additionner les demandeurs d'asile et les titres de séjour, puisqu'une partie des demandeurs d'asile finissent par obtenir un titre de séjour. Mais en tout cas, à un instant T, quand on mesure les entrées sur le territoire, ça, on peut le faire, parce que les titres de séjour, ce ne sont pas les autorisations provisoires de séjour données aux demandeurs d'asile. Et donc, vous avez cité les chiffres, j'y reviens pas. On a une multiplication par 2 du nombre des entrées sur le territoire entre 2000 et 2020. Donc, c'est considérable. Alors, quelle est l'explication ? L'explication nous ramène à ce qu'un théoricien anglais de l'immigration, qui s'appelle Paul Collier, que je cite dans mon livre, avait remarquablement analysé, mais dans un livre qui n'est pas très connu, dont Michel Tribala a fait la présentation il y a à peu près 1 an et demi, quand il a été enfin traduit en France, c'est le rôle des diasporas. C'est-à-dire que ce qui attire l'immigration, c'est la présence en France d'une forte diaspora. Alors, essayons de décomposer les choses. D'abord, il y a ces enfants d'immigrés qui sont eux-mêmes, on en a déjà parlé, qui sont eux-mêmes mal intégrés en France et qui vont donc chercher à fonder une famille, mais pas avec une Française ou un Français de souche, mais qui vont aller chercher
un conjoint à l'étranger pour le faire venir en France. Donc là, le rôle des diasporas est absolument flagrant. Et peu importe les motivations des intéressés, moi je mets ça sur le compte d'un défaut d'intégration, mais peu importe. On voit là une diaspora en mouvement et qui, comme l'avait parfaitement analysé Paul Collier, sert d'aimant à l'immigration en provenance des pays tiers. Ça, c'est le premier phénomène. Et c'est probablement le phénomène le plus original de la vague migratoire que nous sommes en train de connaître. Le deuxième phénomène, c'est une poussée sans précédent de la demande d'asile. Sans précédent. Il y avait déjà eu une première poussée de la demande d'asile à la fin des années 80. C'était l'époque où Michel Rocard déclarait, en face de cette poussée, que la France ne pouvait pas accueillir toute la misère du monde. Et il ajoutait, mais qu'elle devait en prendre sa part. Mais là, on est en présence d'un phénomène qui est sans commune mesure. À l'époque de Michel Rocard, on a dû monter à environ 60 000 demandeurs d'asile. L'année dernière, on était à plus du double. Bon. Et comme vous le savez, la France est complètement à compte courant des autres pays européens. Les autres pays européens ont connu un pic de la demande d'asile en 2015-2016, mais après, ils ont serré les boulons. L'Allemagne, qui était à plus d'1 million en 2016, est redescendue nettement en dessous de 200 000 l'année dernière. Sans compter qu'une bonne partie des réfugiés allemands accueillis entre 2015 et 2017 sont repartis dans d'autres pays européens, dont la France. Absolument. Ce qu'on appelle en partie les Dublinais, enfin, etc. Voilà, exactement. Et donc, nous avons perdu la maîtrise de la demande d'asile, ça c'est clair. Et ça s'explique en partie par la présence de diaspora sur le territoire français. Et enfin, le troisième phénomène, c'est le maintien à un niveau élevé de l'immigration en provenance du Maghreb, sur lequel je m'interroge. Je ne porte pas de jugement, mais je fais simplement le constat que si on laisse de côté la Grande-Bretagne, mais qui a quitté l'Union européenne, la France est le seul pays d'Europe désormais à porter le poids de son histoire coloniale. L'Espagne a été un grand pays colonisateur, mais enfin, bon, oui. Voilà. L'Italie a tenté quelques expériences plus ou moins heureuses, mais bon, c'était tout à fait marginal. Mais la France est aujourd'hui, en Europe, le seul pays qui porte le poids de sa colonisation, et c'est considérable. Je démontre que l'immigration en provenance du Maghreb, c'est quasiment 30% du volume des titres de séjour délivrés chaque année. Et si vous y ajoutez les pays d'Afrique subsaharienne avec lesquels, à l'époque de Nicolas Sarkozy, on a signé toute une série d'accords, on est à 50%. C'est énorme. Alors, j'explique que le Parlement, quand le Parlement français légifère, la loi qu'il adopte, soit dans un sens plus libéral, en général quand la gauche est au pouvoir, soit dans un sens plus restrictif quand la droite est au pouvoir, pour l'essentiel, elle ne s'applique pas à la moitié de l'immigration qui arrive en France. Je pense que c'est un phénomène dont nos concitoyens n'ont absolument pas conscience. Et l'expression perte de contrôle, je ne l'ai pas inventée. C'est Édouard Philippe lui-même qui, à la fin de l'année 2019, à un moment, c'était avant la crise sanitaire, parce que tout ça a été balayé par la crise sanitaire, le gouvernement d'Édouard Philippe envisageait d'appliquer une méthode des quotas. Alors c'était en grande partie un tour de passe-passe intellectuel, puisque c'était des quotas pour l'immigration de travail, et que l'objectif n'était pas de diminuer l'immigration de travail, mais au contraire de la stimuler. Bon, autre temps, autre mœurs. Évidemment, la crise sanitaire a balayé tout ça. Le gouvernement se garde bien de réévoquer le sujet. Et à l'époque, Édouard Philippe avait dit que nous avions perdu le contrôle de notre politique migratoire. Vous croyez en l'état de droit ? Oui, c'est un sujet sur lequel j'ai une opinion nuancée. D'abord, j'ai pris plaisir intellectuellement à ne citer la Cour européenne des droits de l'homme que dans un arrêt qui n'est pas très connu, mais qui a son importance, et qui est un arrêt dans lequel la Cour européenne des droits de l'homme justifie le contrôle aux frontières extérieures de l'Union européenne, et notamment justifie que puissent être refoulés sans autre forme de procès, et sont donc quasiment sans formalité, des étrangers qui tentent de passer en force les contrôles à la frontière extérieure. Bon, alors,
j'y ai pris un petit plaisir intellectuel, parce que j'aime pas beaucoup les idées reçues. Et je pense qu'il faut essayer de les démasquer. Alors, ceci dit, quand on analyse la jurisprudence en France du Conseil constitutionnel et par voie de conséquence du Conseil d'État et à l'étranger de la Cour européenne des droits de l'homme et dans une moindre mesure de la Cour de justice, il est probable que l'équilibre entre la protection des droits individuels et la prise en compte de la nécessaire cohésion de la société d'accueil a été perdu de vue. En tout cas, je le pense, et il serait probablement nécessaire de déplacer le curseur et de trouver un meilleur équilibre. Je constate que dans beaucoup de pays d'Europe, les gouvernements y travaillent. Je cite dans mon livre plusieurs exemples. L'Allemagne, qui a une politique d'intégration qui est beaucoup plus dirigiste, ou pour dire les choses simplement beaucoup plus autoritaire que la politique française. Des pays comme le Danemark ou comme la Suède ont viré leur cutie et conduisent aujourd'hui des politiques d'intégration assez autoritaires parce qu'ils ont compris que le multiculturalisme n'était certainement pas une solution et que certes on pouvait accueillir peut-être pour des raisons démographiques une immigration plus nombreuse dans ces pays-là, mais que ça ne pouvait se faire qu'à condition qu'on soit capable d'intégrer les nouveaux migrants. Et la clé de tout ça, je vous ai dit que je ne faisais pas beaucoup de citations dans mon livre, en dehors des 2 citations introductives de Fernand Braudel, mais je cite le ministre allemand de l'Intérieur de la fin des années 2000, qui est l'actuel président du Bundestag, Wolfgang Schäuble, qui m'avait dit, à l'occasion de la négociation d'un accord européen sous présidence française, quand Nicolas Sarkozy était président de la République, c'était en 2008, qui m'avait dit, Nicolas Sarkozy nous avait demandé de négocier un pacte européen sur l'immigration et sur l'asile. Je souris parce que c'est presque la même expression que le pacte que Mme Ursula von der Leyen a présenté il y a quelques mois. Mais peu importe. Et à l'époque, j'avais eu des contacts, comme toujours, la France, en tout cas, veille à agir en bonne intelligence avec l'Allemagne sur ces sujets. Et je me souviens que Wolfgang Schäuble, dans une petite conversation téléphonique que j'avais eue avec lui, m'avait dit « Mais votre projet de pacte, on pourra d'autant plus facilement lui apporter le soutien de l'Allemagne que vous respecterez le principe selon lequel, s'agissant de l'immigration de longue durée, pas des touristes, pas des visas de court séjour, mais de l'installation, chacun est maître chez soi et que ce qui est déterminant, c'est la situation du marché du travail. » Et il avait totalement raison. Et c'est ce que font les autres pays européens et c'est ce que ne fait pas la France. Je vous parlais de l'état de droit parce que tout récemment, un ressortissant bangladais a obtenu en réalité l'asile climatique, c'est-à-dire que la cour d'appel, un tribunal administratif, a annulé son obligation de quitter le territoire français parce que la pollution était trop forte dans son pays d'origine et mettait sa santé en danger. Il s'agissait d'allergies aux acariens et d'apnée du sommeil. Est-ce que c'est encore l'état de droit, cela ? Comme vous le savez, j'ai appartenu à la juridiction administrative, donc je vais mesurer mes propos. Je suis tenu à une certaine obligation. Vous avez été conseiller d'État. Voilà, mais je suis tenu à une certaine obligation de réserve. Je crois que c'est un jugement de tribunal administratif ou un arrêt de cour administrative d'appel. C'est un arrêt d'appel, tout à fait. Bon, il y aura, Dieu merci, le juge suprême, c'est le Conseil d'État, sera sans doute saisi de cette affaire et on verra ce qu'il dit. C'est un sujet difficile que celui des étrangers malades et je vais vous raconter une petite anecdote à ce sujet. Moi, j'ai découvert vraiment ce sujet quand je suis devenu en 2005 le secrétaire général du comité interministériel de contrôle de l'immigration. C'était une idée de Dominique de Villepin et de son directeur de cabinet de l'époque, qui était Pierre Mongin. Et au fond, ça préfigurait la création du ministère de l'immigration. Et pendant 2 ans, j'ai connu une période assez rare dans la carrière d'un haut fonctionnaire. Je n'avais pas de troupe avec moi. J'avais une petite équipe de petite dizaine de personnes. Et j'étais installé au ministère de l'Intérieur, mais rattaché à Matignon.
Je n'avais pas de direction sous mon autorité, je ne commandais pas des bataillons de fonctionnaires, mais j'alimentais en proposition un comité interministériel qui venait d'être créé. Et donc, pendant 2 ans, nous avons revisité la législation, la réglementation française sur l'immigration. Et nous l'avons fait avec l'autorité qui s'attache à un comité interministériel. Lorsque le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur de l'époque, qui étaient un peu en concurrence politique, ça ne vous a pas échappé, entre 2005 et 2007, décident de mettre une impulsion forte. Et je me suis intéressé à la situation des étrangers malades et j'ai constaté que c'était le délire intégral. C'était le délire intégral. C'est-à-dire que la loi avait posé comme principe qu'on ne pouvait pas renvoyer chez lui un étranger qui mettait en avant son état de santé si il apparaissait qu'il ne pouvait pas être soigné de manière correcte dans son pays d'origine. Alors ça impliquait que l'administration française dispose d'une photographie précise de ce qu'était l'offre de soins dans les pays d'origine. Or, on partait de rien. Donc j'ai découvert à cette occasion qu'il n'y avait rien, donc j'ai entrepris de remonter le courant. Il a fallu convaincre le Quai d'Orsay de mobiliser notre appareil diplomatique et consulaire, de faire des enquêtes sérieuses sur la réalité de l'offre de soins par rapport aux maladies dont la plupart des étrangers malades invoquaient la réalité en France. Bon, ça a été tout un travail qui n'a d'ailleurs pas été fait en pure perte, puisqu'il n'a jamais été démoli. Et au contraire, la législation s'est ensuite perfectionnée. L'administration a eu recours à des médecins agréés, parce que dans ces cas-là, il faut se méfier des certificats de complaisance qui peuvent être faits par des médecins en France. Voilà, donc le sujet est extraordinairement compliqué. Alors, je ne me prononce pas sur ce cas particulier, tel qu'il a été présenté dans les médias. On est dans la caricature. Après, je ne connais pas la réalité de l'affection dont était atteint l'intéressé. Est-ce que c'était une forme d'asthme particulièrement grave ? Bon, mais on est dans la caricature. Vous citez Jérôme Fourquet, sur l'archipel français, qui parle de 18,8% de prénoms musulmans à la naissance en 2019. Alors finalement, quand on a ce type de données, comment est-ce qu'on peut disqualifier le concept avancé, par exemple, de grand remplacement ? Alors, est-ce que finalement, même pour employer d'autres mots, mais est-ce qu'il n'y a pas tout de même une espèce de grande vague de changement de population, si on veut éviter les termes plus polémiques? Alors, je dirais 2 choses. Il me paraît clair que le phénomène que Jérôme Fourquet a mis en lumière de manière magistrale dans son ouvrage de l'archipel français traduit l'échec de notre modèle d'intégration. On peut appeler les choses, on peut les prendre par n'importe quel bout. Le fait qu'un nombre de plus en plus important de familles d'origine étrangère décident de donner à leurs enfants un prénom qui est lui-même d'origine étrangère et en l'espèce d'origine musulmane montre bien que la machine à intégrer française ne fonctionne plus. Ce n'est pas qu'elle a des ratés, c'est qu'elle ne fonctionne plus correctement. Ça, c'est la première vision des choses. Après, sur le grand remplacement, comme vous le savez, au départ, ce n'est pas du tout un concept lié à l'extrême droite, c'est un concept vulgarisé par l'ONU qui s'était interrogé à la fin des années 90 sur de combien d'immigrés les pays européens auraient-ils besoin pour maintenir constant le rapport entre la population active et la population inactive, etc. C'était des chiffres délirants, d'ailleurs. Et c'était des chiffres absolument considérables, qui sont d'ailleurs connus de tous les démographes, et qui montrent que l'immigration ne peut certainement pas être une réponse à notre déclin démographique. Certainement pas. L'immigration peut être une réponse ponctuelle à certains besoins du marché du travail, mais certainement pas au déclin démographique qui frappe malheureusement aujourd'hui l'Europe et qui commence à frapper la France. Donc voilà, sur le concept de grand remplacement, moi je n'ai pas voulu me prononcer parce que les chiffres dont je dispose, la progression du nombre des immigrés, qui est incontestable, on est passé de 5 à 10% en l'espace de 70 ans, ça inclut l'immigration européenne. Or, les tenants de la théorie du grand remplacement, c'est pas ça qu'ils visent. Eux, ils ont une vision racialiste ou ethnique du grand remplacement. Mais derrière tout ça, il y a une fois de plus le constat
que non seulement notre pays refuse les statistiques ethniques, mais il refuse même, comme vous le savez, que dans le recensement, qui est un instrument au demeurant imparfait, puisque comme vous le savez, désormais, on fait ça par sondage, enfin, etc. Il n'y a pas un grand recensement tous les 5 ou 6 ans, il y a un système tournant, bon, sans doute imparfait. Mais on n'interroge pas les personnes qui se font recenser, on ne les interroge pas sur leur lieu de naissance, le lieu de naissance de leurs parents et la nationalité d'origine de leurs parents. Ça, j'appelle pas ça des statistiques ethniques, j'appelle ça le b.a.-ba dont nous aurions besoin pour tenir de vrais raisonnements sur l'intégration. Et ce qui m'a frappé dans mon livre, vous avez dit tout à l'heure que mon livre aurait dû être écrit par un chercheur. Moi, je ne suis pas un chercheur. J'ai cité mes sources, évidemment, pas par volonté d'être pédant, mais d'abord pour me protéger, pour montrer que je n'inventais rien et que voilà, que je rassemblais des données qui sont éparses dans les bibliothèques, dans les archives, etc. Mais ce qui m'a frappé, c'est qu'en France, nous ne menons pas d'études suffisamment sérieuses sur le processus d'intégration. Après tout, ce processus, il nous interpelle au plus haut point. C'est l'avenir de la société française, l'avenir de sa cohésion, dépend de notre capacité d'intégration. Nous devrions avoir des marqueurs de l'intégration, nous devrions avoir des indicateurs qui, chaque année, permettent au gouvernement, mais plus largement à la société française, de vérifier si elle progresse ou pas. Vous seriez favorable aux statistiques ethniques, par exemple ? Je serais favorable, en tout cas, alors je vais vous dire sur quoi je serais favorable. Je serais favorable à ce que l'INSEE et l'INED, au lieu de consacrer l'essentiel de leur énergie à un sujet typé qui est la lutte contre les discriminations, acceptent de conduire de véritables études d'intégration. Et ce qui m'a frappé en écrivant mon livre, par exemple, je me suis intéressé à la capacité de l'école à intégrer. Eh bien, autant vous avez des statistiques assez récentes sur le chômage, assez récentes. Bon, notamment, on sait qu'en 2018, le taux de chômage des immigrés est plus de 2 fois supérieur au taux de chômage des non-immigrés. Bon, ça, c'est une donnée statistique. Elle figure dans l'étude de France. Donc, ils auront du mal à payer nos retraites. Enfin, Absolument, oui. C'était souvent un argument. Oui, non, tout ça, c'est des... Bon. Mais sur l'école, j'ai trouvé des études, mais elles remontaient aux années 2010-2012. Donc, nous n'avons pas en France, notre appareil statistique, notre appareil officiel, j'ai cité l'INSEE, mais j'ai également cité l'INED, ne produit pas avec la régularité qu'on serait en droit d'attendre de la 5e ou 6e puissance économique du monde, ne produit pas des statistiques régulières nous permettant de savoir où on en est dans notre processus d'intégration. Même la thèse que je soutiens, sur laquelle la forte progression des mariages mixtes s'explique par des difficultés d'intégration d'immigrés fraîchement naturalisés français et qui, parce qu'ils ne sont pas intégrés dans la société française, vont chercher leur conjoint à l'étranger. Bon, moi, j'ai fondé cette thèse sur l'évolution du nombre des mariages mixtes célébrés à l'étranger. Donc, ma thèse ne repose pas sur rien, mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle mériterait d'être approfondie, d'être étayée, pourquoi pas d'être contestée ou critiquée, mais ça exigerait que notre appareil public statistique se consacre à ces sujets et pas à la sempiternelle question de la lutte contre les discriminations. Merci. Ce tableau, il est assorti aussi de propositions. C'est l'une de vos propositions, effectivement, la réforme statistique. Pour revenir, j'ai des remarques, des choses qui m'ont frappé. Vous parlez beaucoup de l'honneur de la France, et vous avez raison, quand il s'agit de drames évités ou d'exigences vis-à-vis des populations que l'on doit accueillir. Mais j'ai trouvé, et c'était peut-être volontaire, qu'il était assez peu fait mention de ce que pouvaient subir les Français, d'origine immigrée ou non d'ailleurs, des citoyens français, par l'immigration. Je pense à, bien sûr, le problème des logements. Le logement, vous l'évoquez, mais la délinquance est peu abordée. La question de l'éducation en termes de saturation du modèle éducatif est relativement peu abordée aussi. J'allais dire toute la face négative de l'immigration pour ceux qui accueillent. Et finalement, alors, est-ce que c'est parce qu'on manque de données? Est-ce que c'est parce que vous ne vouliez pas rentrer dans des polémiques? Non, alors, mon livre fait, je sais pas, 320 ou 340 pages. Bon, après, donc, j'ai délibérément choisi de ne pas m'intéresser
à la question de l'impact de l'immigration sur la délinquance. On sait que le pourcentage des étrangers incarcérés est évidemment très très supérieur au pourcentage des étrangers dans la population française. On le sait. Donc j'ai considéré que ce sujet était suffisamment connu. Et par ailleurs, moi, l'expérience professionnelle qui est la mienne, c'est pas celle d'un administrateur de la pénitentiaire ou ni même d'un policier ou d'un gendarme. Moi, j'ai une expérience du contrôle de l'immigration, du contrôle des frontières, et j'ai considéré que j'avais suffisamment de choses à dire sur ce sujet. Sur l'école, je vous l'ai dit moi-même, j'ai manqué de documentation. Donc, je me suis inspiré de la documentation dont je pouvais disposer, mais j'ai manqué de documentation. Et puis, encore une fois, j'ai voulu expliquer le pourquoi de l'accroissement des flux migratoires à destination de la France. Donc, j'ai voulu expliquer la vague migratoire qui touche la France depuis le début des années 2000. J'ai voulu expliquer les défis que ça nous pose en termes de contrôle de nos frontières, et notamment en termes de contrôle de notre frontière extérieure. C'est un sujet sur lequel j'insiste beaucoup, au risque de ne pas me faire que des amis. Autrement dit, vous avez sur l'échiquier politique français, et pas seulement à l'extrême droite, des gens qui disent Schengen est une aberration, il faut rétablir les contrôles aux frontières intérieures, etc. Bon, ma conviction, c'est que ce serait extraordinairement difficile à faire, que nous n'en avons probablement pas les moyens. En tout cas, avec les 2% ou les 2,5% qu'on consacre aux dépenses régaliennes dans le budget de l'État par rapport au PIB, on est incapable de le faire. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. Mais voilà, j'ai voulu centrer mon analyse sur l'analyse des flux migratoires, de leurs causes, et de la façon de les enrayer en maîtrisant mieux nos frontières et en conduisant des politiques d'immigration plus vigoureuses pour l'essentiel. Mais après, vous avez raison, l'immigration a énormément de conséquences négatives. Sur le sujet du logement, c'est clair qu'il y a aujourd'hui, dans la société française, une compétition entre des populations immigrées. Vous en parlez pour les SDF, par exemple. Voilà, entre des populations immigrées et des populations non immigrées, et qu'un certain nombre de collectivités publiques conduisent des politiques qui, objectivement, aboutissent à donner la priorité aux populations immigrées. Et à Paris, par exemple, c'est flagrant. Et alors, l'autre remarque, c'est que vous faites donc ce constat qui est vertigineux, qui est très angoissant à bien des égards. C'est-à-dire qu'on sent un changement majeur dans la manière dont l'immigration s'est organisée depuis les années 2000. Et votre conclusion semble très prudente. Vous avez des propositions, on va en parler, qui sont très solides et vous aurez tout le temps de les développer. Mais je prends simplement votre dernière phrase. Le risque que l'immigration ne soit synonyme d'un échec français est désormais très grand. J'allais dire, après votre livre, on s'attendrait à un ton beaucoup plus à sonner la cavalerie, à se dire mais il est temps d'agir. Et là, c'est un ton très mesuré. Ça, je laisse d'abord le lecteur tirer les conséquences de l'analyse que je présente. Et un certain nombre de gens qui ont lu ce livre m'ont dit Patrick, ton livre est très intéressant, il est très inquiétant. Bon, oui. Donc ils sont dans l'inquiétude. L'inquiétude, c'est peut-être le début du réveil, le début de la prise de conscience. Bon, donc c'est ce que j'ai voulu encourager. Et de ce point de vue-là, apparemment, j'ai atteint ma cible. Après, mon réflexe, c'est un réflexe de prudence, parce que je sais qu'entre la volonté politique, j'ai observé sous Nicolas Sarkozy à quel point une volonté politique déterminée pouvait s'atténuer au fil des années et peut-être à la fin se perdre dans les sables. Bon. Donc je reste prudent, je fais un certain nombre de propositions de réformes radicales. Je propose, c'est pour moi qui l'ai fait en premier, Nicolas Sarkozy l'avait fait, en tout cas il y avait réfléchi sérieusement en 2008-2009, mais il n'avait pas réussi à le faire. Je propose de modifier la Constitution pour instaurer des quotas. C'est une réforme fondamentale. C'est la seule, à mon sens, qui permettrait de maîtriser l'immigration familiale. D'autres pays... Par référendum ? Par référendum, il faut le faire par référendum, parce que c'est un sujet majeur, c'est un sujet sur lequel les controverses juridiques pourraient se poursuivre à l'infini. C'est un sujet sur lequel il ne faut pas seulement inscrire dans la Constitution la possibilité de faire des quotas familiaux, il faut répondre par avance aux objections éventuelles de la jurisprudence européenne.
Objection qu'il ne faut pas surestimer. Hein. On a pas mal d'exemples de pays européens. Oui, la Hongrie, l'Allemagne. L'Allemagne de Mme Merkel, qui n'accorde pas, qui accueille beaucoup de demandeurs d'asile, qui accorde beaucoup moins le statut de réfugié que la France, et plus de... Alors tout ça est très technique, mais il faut bien en parler, qui accorde ce qu'on appelle le statut de protection subsidiaire, et qui, comme par hasard, n'accorde pas le bénéfice du regroupement familial aux bénéficiaires de la protection subsidiaire. Donc il y a des choses qui sont possibles. Mais voilà, je pense que tout ça prendra du temps. Il faut une très grande volonté politique. Alors il faut la volonté politique du leader politique, mais il faut que cette volonté, elle émane du peuple français. Il faut que ça vienne du peuple français. Et le peuple français est déjà convaincu. Vous le dites dans votre livre. Toutes les études sur l'immigration depuis 40 ans ça c'est vrai. C'est vrai. Toujours à des oui, taux mais les politiques ont impressionnants. toujours contourner l'obstacle. Et qu'est-ce qui a arrêté Nicolas Sarkozy, qui a été élu sur un programme très courageux, très audacieux sur l'immigration? Écoutez, je ne suis pas sûr de tout comprendre. Moi, je l'ai dit, et je le répéterai à votre micro, Nicolas Sarkozy, il démarre sa présidence de 2007 très fort sur ce sujet de la maîtrise de l'immigration. Ça a été un des deux grands sujets de la présidentielle de 2007, hein, souvenez-vous. D'un côté, la création du ministère de l'immigration, de l'autre, travailler plus pour gagner plus. La crise économique, financière d'abord, puis économique et sociale qui sévit à partir de 2008, s'agissant de la crise économique et sociale, et qui ne va cesser de s'aggraver, évidemment détourne Nicolas Sarkozy des deux priorités qui étaient celles de sa campagne présidentielle de 2007. Bon, voilà, donc c'est plus une priorité, et sur un sujet aussi compliqué, ça ne tarde pas à se voir. Il y a des comportements que quelques années après, j'ai du mal à comprendre. Brice Hortefeux quitte le ministère de l'Immigration en janvier 2009 et 2 mois ou 3 mois plus tard, Éric Besson, son successeur, raye d'un trait de plume la possibilité de pratiquer des tests ADN, ce qui accessoirement aurait permis de mieux contrôler le regroupement familial. Et d'éviter certains attentats comme voilà. le dernier. Et il le fait, j'ai jamais eu l'explication. Bon. En tout cas, la volonté de Nicolas Sarkozy de maîtriser l'immigration, quand Éric Besson envoie le signal qu'il envoie en renonçant de lui-même, il n'y avait plus qu'à prendre un décret. Hein. Bon, en renonçant de lui-même à prendre ce décret d'application d'une loi qui était passée au contrôle du Conseil constitutionnel et qui avait été validée, pour moi, c'est incompréhensible. La pression des associations, des médias, peut-être Non, je crois qu'il y a... Voilà, Nicolas Sarkozy passe à une priorité économique et sociale et elle envahit tout le reste. Alors passons à vos propositions. Vous en avez déjà évoqué plusieurs. La modification de la Constitution, effectivement les statistiques, c'est un immense chantier. Votre livre, heureusement, nous donne de très bonnes pistes. Est-ce que vous pouvez nous parler des autres propositions que vous évoquez? Oui. Alors, peut-être je reviens quelques instants sur les propositions que vous venez de mentionner rapidement. Sur la statistique, bon, on sait qu'il y a des pays qui ont des registres. Bon. Donc, ça veut dire qu'ils ont une vision précise de l'évolution de leur population. Nous, ce n'est pas le cas. Les Français qui quittent la France ou les immigrés qui quittent la France, on n'en a qu'une vision très approximative. Les Français ont la possibilité de s'inscrire sur les registres consulaires à l'étranger, ne le font pas, et même partie très considérable de ceux de nos compatriotes qui partent à l'étranger ne vont pas s'inscrire dans les consulats. Donc déjà, on ne sait pas, on ne connaît pas bien les mouvements de population qui affectent la France. Donc la première priorité, alors je ne sais pas s'il faut mettre en place des registres. En France, on vit sous la dictature des souvenirs de Vichy, donc ça sera extrêmement difficile. Mais en tout cas, il faut se doter d'un appareil statistique digne de ce nom. Dans mon livre, j'explique à quel point le nombre des personnes qui travaillent sur ces sujets en France est faible, voire ridicule par rapport à ce qu'on connaît au Canada ou dans quelques autres grandes démocraties occidentales. Donc il faut muscler notre appareil statistique, il faut qu'il y ait une vraie volonté politique. Ça, c'est vraiment le début du commencement de mes propositions. La seconde proposition, avant même la modification de la Constitution, il faut faire notre travail à la frontière extérieure. Oui. Donc Frontex renforcé. Personne n'en parle. Oui, Frontex renforcé, mais pas seulement, parce que en disant ça, si on se contente de dire qu'il faut renforcer Frontex, on va convaincre les Français qu'ils ont perdu la maîtrise de leurs frontières et que c'est l'Union européenne qui gère le contrôle des frontières extérieures. Mais ce n'est pas le cas.
dans l'architecture institutionnelle de l'Union européenne, ce sont les États membres qui sont en charge du contrôle de leurs frontières, et notamment de la frontière extérieure. À Roissy, ce ne sont pas des policiers de Frontex qui sont présents, c'est des policiers français, c'est des gendarmes français. Bon, même chose à la frontière avec la Suisse. Bon, et on pourrait multiplier les exemples. Donc la France est responsable du contrôle de sa frontière extérieure, comme l'Allemagne l'est, comme la Croatie l'est, comme l'Espagne l'est, etc. Et j'ajoute que la France a même la possibilité de contrôler sa frontière intérieure avec les autres États membres, c'est-à-dire la frontière avec l'Espagne, avec l'Italie, avec l'Allemagne, la Belgique, etc., en période de crise. Et nous sommes dans une période de crise. Et je suis quand même très étonné, pas surpris, mais étonné, de ce que le gouvernement actuel ait abordé cette question de la maîtrise de la frontière extérieure et de la frontière intérieure en période de pandémie à reculons. Nous ne saurons jamais ce qui se serait passé si, à partir du 15 janvier de l'année dernière, quand Mme Buzyn dit qu'elle a pris conscience que ce qui se passait en Chine était grave et que l'Europe allait être menacée à son tour par la pandémie, qu'est-ce qui se serait passé si à ce moment-là, l'Union européenne avait décidé de fermer ses frontières extérieures ? J'entends l'explication, le virus se moque des frontières. Non, le virus, c'est faux. Le virus ne se moque pas des frontières parce qu'on sait que ce virus, il est porté par les êtres humains. Bon, ce n'est pas des particules en suspension qui se déplacent dans l'air au gré du vent. Ce sont les hommes et les femmes qui circulent dans le monde, qui transfèrent avec eux le virus. Donc la question du contrôle des frontières était posée déjà il y a 1 an. Et on n'a rien fait, ou quasiment rien fait. Il a fallu attendre plus d'1 an pour que le week-end dernier, le gouvernement adopte des mesures au demeurant assez timides avec des tests PCR pour les voyageurs en provenance des pays tiers, assortis d'un engagement sur l'honneur de s'isoler. Bon, on ne peut pas dire que ce soit extrêmement vigoureux. Donc la question du renforcement du contrôle de la frontière extérieure est absolument capitale. Absolument capital. Alors bien sûr, ça implique de donner plus de moyens à Frontex, mais ça implique aussi, et on revient à cette réflexion qui vous a frappé sur l'insuffisance des moyens du régalien en France, c'est qu'en effet, si on ne muscle pas la police, la gendarmerie, la douane, qui sont les 3 administrations en France qui contrôlent la frontière, on aura du mal à contrôler la frontière extérieure. Et puis il faut aider nos voisins à le faire. Tout le monde a compris que l'Italie est une passoire. Une passoire parce que la guerre en Libye a fait sauter la barrière et depuis, la route de la Méditerranée centrale conduit chaque année des dizaines de milliers de migrants à pénétrer en Italie ou à Malte, et à partir de là, ils se répartissent sur tout le territoire européen. Et l'Italie a estimé, à tort ou à raison, mais elle a estimé que la solidarité européenne n'avait pas joué à son égard, et du coup, elle a baissé les bras, et elle laisse faire. Donc il faudrait qu'on vienne en aide. Bien sûr, il faut améliorer ce qu'on peut faire en termes de contrôle à la frontière franco-italienne, notamment en période de crise, mais il faut aussi et surtout qu'on aide les Italiens à mieux contrôler leurs frontières. Ce qui s'est passé dans l'attentat de Nice, moi, ça m'a beaucoup frappé quand même. Voilà quelqu'un qui venait de la Tunisie, du sud de la Tunisie, qui arrive à Lampedusa. Il n'a pas de titre de séjour, il n'a pas de visa, il n'a aucun droit à pénétrer en Europe. Bon. À Lampedusa, il y a une situation inextricable, une situation de chaos. L'île n'est pas suffisamment grande, l'Italie ne s'est pas dotée d'installations d'accueil, de tri, etc., et de contrôle de la situation des étrangers. Donc au bout de quelques jours, alors même qu'il n'a aucun droit, ni visa, ni titre, il est transféré sur le continent, sur la partie continentale de l'Italie, à Bari. Et là, en application d'un texte européen qui est de très médiocre qualité, qui est la directive Retour, on lui laisse 15 jours ou 1 mois pour quitter de lui-même le territoire italien. Mais on est dans l'angélisme le plus absolu. Et tout ça se termine par un drame terrible. Je vous vois sourire, mais malheureusement, à la clé, il y a des drames. Et donc, il faut absolument que l'Italie reprenne le contrôle de sa frontière extérieure. Ce n'est pas impossible. La Grèce est en train de le faire. Elle, qui était l'homme malade de l'Europe,
et pas seulement en matière économique et financière, mais aussi en matière de contrôle des migrations, il y a encore 5 ou 6 ans, au moment par exemple de la crise des réfugiés en 2015, la Grèce a beaucoup progressé avec l'aide de l'Union européenne, avec l'aide de Frontex, mais il y a un nouveau gouvernement conservateur en Grèce depuis 1 an qui a pris les choses en main. Et on a parfois le sentiment que dès qu'on renforce l'un de ces fronts, la Grèce en particulier, eh bien d'autres routes s'ouvrent. Mais il faut, alors je vais vous dire, c'est quand même, vous savez, c'est pas la peine de sortir. Le policier et le voleur, si vous voulez. Oui, c'est pas la peine de sortir de Polytechnique. Il faut contrôler toutes les routes migratoires à destination de l'Europe. Voilà, c'est aussi simple que ça. On les connaît, c'est parfaitement documenté. Quand vous allez au siège de Frontex à Varsovie, vous pouvez pénétrer dans une salle de commandement. Vous avez des écrans de contrôle avec s'affichent des images en provenance des différentes frontières européennes, qui sont les frontières sur lesquelles Frontex prête main forte aux États membres, et vous voyez les choses, ils ont des drones, on a une vision extrêmement précise. Donc vous dites c'est possible, avec des moyens, c'est possible. C'est possible, voilà. Et c'est indispensable. Il faut renforcer le régalien. Et c'est le commencement du raisonnement. Après, la question de savoir si il faut rétablir, hors période de crise, des contrôles aux frontières intérieures, mais cette question-là, je nie pas sa légitimité. Je m'interroge sur ce que sera l'efficacité de ces contrôles. Mais si on n'a pas fait l'effort en amont de faire ce que nous demandent à la fois les traités européens, mais le bon sens. Au fond, derrière tout ça, il y a une question simple. Est-ce qu'on veut d'une Europe puissance ? Est-ce qu'on veut d'une Europe puissance ? Est-ce que face aux grandes puissances continentales du moment, c'est-à-dire les États-Unis, la Chine, la Russie, est-ce qu'on veut que l'Europe existe comme une puissance avec des frontières qu'elle fait respecter et sur lesquelles elle fait appliquer une politique migratoire et une politique commerciale. Les deux questions sont évidemment indépendantes, mais il se trouve qu'elles se jouent toutes les deux à la frontière. Et l'avenir de l'Europe va se jouer là. Parmi les autres axes que vous avez évoqués, bien sûr une limitation du nombre de titres de séjour. Oui, qui passe en effet par la révision de la Constitution. Voilà. Et la mise en place d'une politique de quotas. Une réorientation, ça je pense que c'est assez clair, réorientation de la politique d'aide au développement. C'est capital. Voilà, avec des aberrations qu'on découvre en vous lisant. L'Inde, la Chine. Et que j'ai moi-même découvertes. Et la Turquie qui bénéficie. Et que j'ai moi-même découvertes. Comme vous le savez, il n'y a plus de ministère de la coopération en France. Là aussi, le régalien en a pris un coup. Et donc, c'est une institution financière qui s'appelle l'Agence française de développement qui gère notre politique de coopération. Et comme toutes les institutions financières, elle cherche son profit, elle cherche à gagner de l'argent. Et on ne gagne pas de l'argent en donnant de l'argent aux pays africains les plus pauvres. On gagne de l'argent en faisant des prêts, même si les taux d'intérêt ne sont pas très élevés. C'est comme ça qu'on gagne de l'argent. Bon. Et en plus, on croit gagner en influence. Je dis bien, on croit gagner en influence diplomatique. Et donc, j'ai découvert avec stupéfaction que sous le quinquennat de François Hollande, l'aide aux pays pauvres, qui sont parfaitement documentés, répertoriés, qui citent tous en Afrique subsaharienne, l'aide aux pays pauvres, en pourcentage du total de l'aide française, a reculé sous le quinquennat de François Hollande. Bon, pour être plus précis, entre 2010 et 2017. Bon, ben c'est une aberration. Et on a préféré laisser l'Agence française de développement accorder des prêts à des pays qui aujourd'hui sont, à l'évidence, des concurrents économiques, mais également des concurrents stratégiques. Enfin, je veux dire, la Chine ne dissimule pas ses ambitions dans le monde. La Chine n'a qu'une ambition qui est de détrôner la France en Afrique. Pas pour être gentil avec les Africains, mais pour avoir la mainmise sur les matières premières dont l'Afrique est riche. Quant à la Turquie, les masques sont tombés depuis 2 ans, et on voit bien que la Turquie conduit en Méditerranée une politique qui est très hostile aux intérêts de la France. Patrick Stefanini, si vous étiez président, vous prendriez quelles mesures, vraiment sur la question de l'immigration, en priorité, vos 3 premières mesures? Un référendum, pour commencer? Quel serait l'ordre de vos actions? Alors, c'est très simple. Premièrement, je veillerai à ce que la France donne l'exemple au niveau de la maîtrise de sa frontière extérieure. Et je veillerai à développer avec les pays européens qui, dans ce domaine, rencontrent des difficultés, qui sont, pour le coup, en première ligne, donc notamment la Grèce et l'Italie, une politique de coopération beaucoup plus puissante. À la frontière italienne, à Lampedusa, se joue une partie de notre capacité à maîtriser l'immigration en France.
à Gibraltar ou dans les deux enclaves espagnoles là, qui se situent au Maroc, oui. à Ceuta et Melilla, c'est la même chose. Donc c'est la priorité absolue, première. La deuxième priorité, c'est un grand référendum pour poser la question pour la première fois aux Français. Depuis que l'arme du référendum existe dans la Constitution française, il est temps que sur cette question dont on a vu toutes les répercussions sur le fonctionnement de la société française, ou plutôt sur ses dysfonctionnements, il est temps que la question soit posée aux Français de savoir si cette arme simple qui s'appelle les quotas, ils sont prêts à en doter notre pays. Et troisièmement, alors ça j'insiste beaucoup dans mon livre, les accords bilatéraux. Alors les accords bilatéraux, je rattacherai ça à la maîtrise de l'immigration. On ne pourra pas jeter les accords bilatéraux par-dessus les moulins, mais il faut avoir le courage politique de dire aux trois pays concernés, principalement concernés, il faut leur dire, voilà, vous avez conquis votre indépendance il y a plus de 60 ans, on a des coopérations dans beaucoup de domaines, le moment est venu de faire un bilan de nos accords bilatéraux dans ce domaine et de voir quel est l'intérêt réciproque de nos pays. Il faut en tout cas qu'un gouvernement digne de ce nom ait le courage politique de poser cette question. Non, la troisième mesure clé, c'est d'être très clair sur les principes. Nous devons contrôler avec beaucoup de sévérité notre frontière extérieure parce que nous ne pouvons pas accueillir tout le monde. En revanche, pour les personnes que nous avons choisi d'accueillir, là, il faut qu'on rompe avec cette politique étrangement, passive. Je dis étrangement parce que ce sont les socialistes qui ont porté la politique d'intégration sur les fonds baptismaux et en fait, ils ont fait semblant. Et il faut rompre avec le faire semblant. Il faut une politique d'intégration beaucoup plus volontariste. Alors, je donne plein d'exemples. La répartition géographique des migrants sur le territoire français, qui est une question difficile, politiquement difficile. Les cours à l'école, les cours de langue, la maîtrise des codes de la société française, la notion fondamentale d'assimilation. Je voudrais terminer sur ce point. Dans son interview à l'Express du 23 décembre, le président de la République revient sur tous ces sujets. Et il qualifie la notion d'assimilation de très problématique. Il dit que cette notion d'assimilation qui figure dans le Code civil est très problématique. Alors, j'ai d'abord pensé aux centaines, voire aux milliers de fonctionnaires de préfecture qui, tous les jours, sous l'autorité des préfets, appliquent cette notion qui figure dans le Code civil. Et pour être naturalisé français, il faut être assimilé. Donc, tous les jours, vous avez des milliers de fonctionnaires qui appliquent la notion d'assimilation. Donc, ils ont lu le président de la République dans une interview dire que cette notion était très problématique. On ne peut pas en rester là. Il va falloir que le président de la République précise sa pensée. Est-ce que le président de la République souhaite qu'on revoie les conditions d'accès à la nationalité française ? Si c'est le cas, il va falloir qu'il nous le dise, mais plus clairement qu'à travers l'utilisation d'un adjectif qui est précisément, si j'ose dire, problématique. Et moi, je crois qu'il y a un continuum, qu'un étranger qui arrive en France, il doit d'abord s'intégrer. La société française doit l'y aider, mais il doit faire l'effort de s'intégrer, maîtriser notre langue, trouver un emploi, adopter les codes de la société française, mais qu'ensuite, personne ne l'y oblige. Mais s'il veut devenir français, il faut qu'il soit assimilé. Et je pense qu'il y a une majorité de Français qui sont sur la même ligne que moi et qui trouvent que la notion d'assimilation n'est pas du tout problématique, elle est au contraire au fondement de l'identité de notre pays. Est-ce que vous craignez une guerre civile en France si des mesures ne sont pas prises rapidement ? En tout cas, je crains... Ou une partition, comme l'avait évoqué François Hollande. Alors je n'emploierai pas des mots aussi définitifs, mais je crains que le phénomène de ghettoisation qui marque les grandes métropoles dans les régions qui sont les plus touchées par l'immigration, c'est-à-dire pour être clair, dans l'est de la France. Ça va du nord jusqu'à Marseille, en passant bien sûr par la région parisienne, mais aussi la région lyonnaise, etc. Je crains que ce phénomène de ghettoisation et donc de communautarisation accélérée ne devienne définitif. Oui. Mais est-ce qu'en prenant une répartition justement des migrants sur l'ensemble du territoire, on ne risque pas de multiplier ces phénomènes de ghettoisation? Si on prend le cas de Bordeaux... Les propositions que je formule sont un tout.
Et par exemple, Ce serait dans un cadre j'ai vu avec- que le gouvernement, ça a d'ailleurs été critiqué par une partie de l'opposition, et je la comprends, j'ai vu que le gouvernement essayait de mieux répartir les demandeurs d'asile et de soulager la pression qui s'exerce sur l'Île-de-France. L'Île-de-France, 18% de la population française, 50% des demandeurs d'asile. Bon. Donc j'ai vu que le gouvernement préconisait des mesures qui ne datent pas d'ailleurs de l'actuel gouvernement, c'est plus de la communication politique, pour mieux répartir les demandeurs d'asile sur le territoire français. Et j'y suis favorable. Mais d'abord, ça doit se discuter avec notamment les régions et les départements. Et puis surtout, c'est inséparable d'une politique de maîtrise des flux. C'est-à-dire que si, pardonnez-moi l'expression, si on ne maîtrise pas les flux en amont, ça ne sert absolument à rien de vouloir encourager une meilleure répartition des migrants sur le territoire métropolitain. Qu'est-ce qui vous donne espoir aujourd'hui sur ce thème de l'immigration ? Je suis assez peu sensible, moi, au phénomène d'espoir ou de désespoir. J'ai essayé de décrire une situation de la manière la plus objective possible. Après, mon livre c'est pas un roman, c'est un livre d'experts, et je revendique ce qualificatif. Il a commencé à être lu, il a été commenté abondamment dans les médias. Je vais poursuivre mon travail de pédagogique, si j'ose dire. Après tout, c'est ce que j'ai entrepris en écrivant ce livre. Et je pense que le bon sens finira par l'emporter. Je crois aussi... alors c'est un sujet compliqué, parce que l'identité nationale française, elle n'a pas vocation à se dissoudre dans une sorte de melting pot européen. Et par ailleurs, je crois démontrer dans ce livre que la France est confrontée à une problématique migratoire qui est très différente de celle des autres pays d'Europe. Donc l'Europe ne sera pas la solution. En ce sens, je ne suis pas un europhile béat. Je crois que l'Europe peut nous apporter des choses. Je crois qu'elle a une vraie responsabilité sur la maîtrise notamment des frontières extérieures. Mais pour le reste, il faut que la France prenne en charge les problèmes qui sont les siens. Simplement, on peut s'inspirer de ce qui se fait dans d'autres pays européens. J'ai cité des exemples. Peut-être aussi de ce qui se fait au Canada, en Australie, aux États-Unis. Enfin, ouvrons les yeux sur la façon dont les autres puissances dans le monde, qui sont confrontées à des phénomènes migratoires parfois aussi importants que ceux qu'affronte la France, ouvrons les yeux sur les solutions qu'ils ont mises en œuvre. Et on verra qu'il y a un certain nombre de leçons dont on peut s'inspirer. Parfait. Et puis la traditionnelle question de fin, quel est le conseil que vous auriez aimé que l'on vous donne à 20 ans ? De multiplier les expériences professionnelles. De multiplier les expériences professionnelles parce que ce que je redoute beaucoup, c'est les silos intellectuels, les silos professionnels. C'est-à-dire que, voilà, on a choisi à 20 ans ou à 25 ans, on a choisi une voie, et ensuite on n'en sort pas. Bon. Moi, ce qui m'a apporté des choses dans ma vie professionnelle, c'est souvent des ruptures, des changements d'horizon. Et voilà, donc je crois que je souhaite à tous les jeunes Français et les jeunes Françaises de pouvoir diversifier leur expérience. Je leur souhaite évidemment d'être débarrassés de la pandémie, mais je leur souhaite de pouvoir diversifier leurs expériences. Eh bien, merci. Je vous invite, avant de terminer l'émission, à donc mettre une petite dédicace pour notre invité suivant. Vous avez votre ouvrage, donc sans divulguer le nom de l'invité, vous le connaissez, et ce sera ainsi le fil conducteur de nos émissions, d'avoir ces livres qui passent de main en main. Merci à tous d'avoir suivi cette émission du nouveau média Livre Noir. Vous pouvez nous soutenir via une plateforme Tipeee. Le lien apparaît à l'écran. Nous sommes bénévoles, nous devons le rappeler. Donc nous cherchons à vous proposer un contenu de qualité. Cela a un coût. C'est le coût de notre indépendance vis-à-vis des partis politiques, vis-à-vis des entreprises. Et puis, je vous donne rendez-vous pour notre prochaine émission, dimanche à 18h. Nous vous révélerons alors le nom de notre invité 2 jours avant, le vendredi. Alors n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à la chaîne. Vous devez voir la petite cloche sur laquelle vous devez cliquer et cela vous permettra de recevoir toutes les notifications, toutes les informations pour nos prochaines rencontres.
En tout cas, à tous, excellente soirée à vous, à vos proches, prenez soin de vous. Et merci encore Patrick Stefanini d'avoir été notre invité.